Donc Laurent Gay, 52 ans, marié avec une magnifique petite fille et un magnifique petit garçon. Donc il vient ici ce soir. Donc il vient ici ce soir pour nous parler de sa vie d'antan, on va dire, cette vie qu'il a quittée, et donc nous faire part de son incroyable témoignage. Donc vraiment merci beaucoup à vous d'être venus ce soir pour leur témoigner votre aventure. Et maintenant nous allons accueillir nos magnifiques reporters improvisés du soir. Notre agent de terrain, Mao. Ouais. Et notre cher ami Cécien, voilà, journaliste inconnu au bataillon. Première question, parce qu'il faut bien commencer. Laurent Gay, d'où vous venez? Où est-ce que vous êtes né? Votre relation avec votre famille? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous? Voilà, j'ai grandi, je suis né à Paris, j'ai grandi dans le 18e arrondissement. Voilà, une famille, on va dire classique, un père, une mère, un frère. Voilà, j'aime pas dire ce terme-là, mais dès petit, déjà un peu de complications, un enfant un peu triste. Voilà, quand mon frère est parti, donc il était mon aîné de 6 ans, il est parti à 18 ans, donc à l'âge de 12 ans, à peu près, j'ai basculé dans la délinquance. Voilà, et c'est vrai que mes parents travaillaient beaucoup, je les voyais très peu, et j'ai pas trop de soutien à la maison. Par rapport à la foi, j'ai été baptisé, mais mon père était plutôt athée. Ma mère pratiquait, mais pratiquait toute forme de croyance. Donc j'ai pas vraiment grandi voilà, on va dire, dans un terreau porteur voilà, de l'amour de Dieu. Et du coup, bah, j'étais un enfant assez fragilisé, assez mal dans ses baskets, on va dire. Et puis voilà, du coup, j'ai commencé à être pas très bien dans ma tête. Ça va ou pas? Ah oui. Justement, quelle était la relation? C'est vraiment personne n'était derrière vous, et à l'école, scolairement, c'était... Alors, en fait, maintenant avec du recul, parce que ça fait pas mal de temps que j'essayais de comprendre pourquoi j'étais si mal. En fait, vous savez, des fois on cache des choses, et les parents cachent des choses. Voilà, pas pour faire du mal, mais tout simplement parce que j'étais peut-être pas prêt ou je ne sais quoi. Et ma maman a perdu un enfant entre mon grand frère et moi. Et je dis ça parce que j'ai compris beaucoup de choses à partir de là. En fait, ma maman, pendant qu'elle me portait, pendant ces 9 mois, elle était morte de trouille en fait à l'idée de me perdre. Elle n'a pas pu faire le deuil de l'enfant qu'elle a perdu. Et en fait, moi, j'ai hérité, on va dire, de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses. Et je me suis retrouvé enfant avec une forme de dysfonctionnement déjà, des troubles, beaucoup de troubles. J'étais mal. Et j'ai commencé à me provoquer, d'une certaine manière, une forme de dyslexie. Et je me suis retrouvé dans une école, donc dans ce qu'on appelait les écoles de secteur, où en primaire, il y avait ce qu'on appelle les classes de transition. Alors je ne sais pas où les jeunes transitaient, mais il y en avait déjà qui avaient redoublé 3 fois en primaire, donc vous imaginez. Et donc le contexte a fait que j'ai été longtemps en échec scolaire. Et à partir de là, bah, ça n'a pas aidé dans vos cheminements. Justement, vous êtes du coup tombé dans la drogue tout de suite, ou il y a eu... Vraiment, vous avez commencé à fumer voilà, très rapidement? En fait, ouais, c'est ça. Alors, d'abord, j'étais un enfant très introverti, donc j'avais peur de regarder l'autre, j'étais hyper timide, en fait, j'étais mal dans mes baskets. Et puis, je sais pas pourquoi, le fait d'être un peu différent d'autres, je sais pas, j'ai subi beaucoup d'harcèlement, voilà, je dis le mot harcèlement pour être gentil, parce que ces garçons, ils m'ont fait vraiment du mal. Et puis très vite, j'ai compris que si je voulais vivre, enfin survivre en tous les cas, il fallait que je sois comme eux, il fallait que je sois violent, il fallait que je sois pareil qu'eux. Donc je suis devenu comme eux. Et à partir de là, j'ai appartenu à un groupe,
voilà, vulgairement, on emploierait ce terme voilà, de racaille. Je suis devenu comme eux, une racaille. Et puis là, les problèmes ont commencé, les problèmes de délinquance, les problèmes de drogue automatiquement. Et mes parents, qui n'avaient pas beaucoup d'autorité, voilà, ils ne savaient plus trop quoi faire de leur enfant, quoi. Merci beaucoup. Donc avec Baptiste, quand on a préparé les questions qu'on voulait vous poser, on s'est demandé un peu ce qui vous avait attiré dans le fait de commencer à vous droguer et un peu les avantages que vous en retiriez quand vous étiez drogué justement. C'est marrant cette question parce qu'aujourd'hui je m'occupe un peu de la problématique des addictions et je demande à ceux qui sont dans la dépendance d'écrire un tableau avantages, inconvénients. Et on se rendra vite compte qu'on a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Mais c'est vrai qu'au départ, on cherche une forme, on va dire, de reconnaissance entre guillemets, d'être quelqu'un. Moi j'étais hyper timide, donc le fait de prendre des produits, hein, je me sentais complètement désinhibé, donc je me lâchais, j'étais quelqu'un d'autre en fait. Ça, on va dire ça comme ça, voilà, j'avais l'impression de ne plus avoir peur de ma vie. Voilà. Et je vais vous dire une chose qui est terrible, mais mes parents, mon père particulièrement, quand il rentrait du travail, il regardait la télé tout le temps, et j'avais l'impression qu'il regardait plus la télé que ses enfants. Et quand j'ai commencé à fumer, et c'est terrible ce que je vais vous dire, hein, grâce à Dieu, je me suis réconcilié avec ma famille, hein, mais quand j'ai commencé à fumer, j'avais l'impression que mon père pouvait regarder sa télé, c'était plus mon père. Voilà, j'en ai plus rien à faire. Voilà, j'avais mon produit qui me rassurait, entre guillemets, hein, vous comprenez bien. Et du coup, je m'éloignais, je me coupais des autres, je m'enfermais. Et voilà, j'ai plus de famille. Ma famille, c'était la rue, c'était les copains. Voilà, voilà. Donc les avantages, ouais, hein, je me suis tapé des délires, comme on dit. Voilà, l'addiction, il y a toujours une recherche de plaisir. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas bien compte qu'à un moment donné, ce plaisir va automatiquement nous faire souffrir parce qu'il y a toujours une consommation excessive. Hein. On veut toujours plus, on veut toujours aller plus loin, plus, voilà. Et à un moment donné, voilà, c'est la souffrance qui est là, mais on ne peut plus contrôler cette recherche de plaisir et on tombe vraiment dans une spirale infernale. Et ça a été mon parcours, voilà, étant jeune et voilà comment j'ai basculé vraiment dans la toxicomanie. Et alors justement, vous dites on en veut toujours plus. Donc en fait, vous faisiez comment pour vous procurer cette drogue? Et justement, comment est-ce que vous arriviez un peu à financer tout, quoi? Surtout combien ça coûte exactement? Alors j'en ai pas ramené ce soir. Donc le prix varie d'un endroit à un autre puisque c'est un business et voilà, je le dis avec beaucoup voilà, c'est terrible parce que voilà, certains mecs des quartiers vont vendre beaucoup plus cher dans des endroits où il y a du fric. Hein, mais si vous allez dans certains quartiers, vous trouverez la baraque de shit. Voilà. Bon, vous voulez un prix de base ou monsieur, combien de fois que monsieur Alors nous, on comptait en 205 à l'époque, et alors on parlait de kilos, hein, donc en nombre de 205. Alors vous imaginez, une 205 à l'époque, ça coûtait quand même... voilà. Mais bon, ça, c'était un autre business. Je vais reprendre la première question. Ah ouais, voilà. Donc au départ, ça c'était les années collège, on va dire. Bon, j'étais déscolarisé très tôt, mais justement à cause de la drogue. Et donc les plus grands nous fournissaient et nous disaient toujours, voilà, si on te donne 10 barrettes, donc des barrettes de shit, hein, si tu arrives à en vendre 8, t'en as 2 pour toi. Donc voilà, donc j'ai commencé les petits trafics comme ça, donc à vendre du shit. Et puis bon, après c'était plus des vols et puis plus des gros trafics après. Voilà. Merci. Et on avait une question peut-être un peu plus polémique. Là, pendant la présidentielle, il y a eu un débat autour de la légalisation du cannabis. Et il y a également à Paris, il y a des salles de shoot qui ont été ouvertes comme expérimentation. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut aider Alors, il y a deux sujets complètement séparés. Enfin, là, par rapport à la légalisation, on est déjà dans la légalisation aujourd'hui. Je le dis, voilà, il y a certaines ordonnances des préfets où on va dans certaines régions à interpeller un jeune qui a du cannabis et on va un petit peu peut-être faire un procès-verbal, comme on dit, mais dans certaines villes, on n'a plus le temps. Les policiers, ils ont autre chose à faire et sont vraiment... voilà. Donc on est déjà dans la dépénalisation. La légalisation, il faut savoir une chose,
on est le pays le plus répressif. Donc on a tout essayé par rapport à ça, et c'est horrible. Donc je pense, moi personnellement, qui est passé quand même plus de 15 ans là-dedans, il y a à peu près, les chiffres varient, hein, à peu près 1 million de personnes de consommateurs de cannabis. Pour ces personnes-là, donc là je parle des adultes, hein, des personnes qui sont dans cette dépendance, il faudra trouver quelque chose. Donc aujourd'hui il va exister un business mais de l'État, c'est-à-dire avec un contrôle, avec un produit, avec... on va réguler le THC, c'est-à-dire on ne pourra pas vendre un produit qu'on trouve aujourd'hui dans la rue. Hein, c'est le THC qui abîme les neurones, qui abîme la tête. Donc on va appeler ça des cannabistros, hein, où on ira chercher du shit comme ça. On va dire un produit, non pas un produit thérapeutique, pas du cannabis thérapeutique, mais qui va être pas trop loin de ça. Et par contre, moi je préconise, si on fait ça, ok, mais ceux qui achètent au marché noir, on leur met une amende, mais vraiment, on essaye de... Parce qu'on a tout essayé. Hein. Franchement, on a tout essayé, et on se voit qu'on n'a aucun moyen là-dessus. Donc, ok, on invente des formes de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Par contre, on fait des grosses amendes pour ceux qui trafiquent ou qui se retrouvent avec des produits du marché noir, hein, donc ce qui circule aujourd'hui. Hein. Et puis, beaucoup de prévention. Beaucoup de prévention. Bien sûr, je suis contre la légalisation, mais on va être obligé d'y arriver. Voilà, c'est terrible de dire ça, mais voilà. Donc, cet argent-là nous servira pour la prévention. Et plus on va dans les écoles, moi c'est ce que je fais aujourd'hui, hein, je passe mon temps à prévenir les jeunes, voilà, plus on va leur dire que le produit c'est un produit dangereux, voilà, peut-être on aura davantage de moyens de s'en sortir. Maintenant pour les salles de shoot, c'est terrible ce qui se passe, puisque c'est des millions d'euros par exemple à la Gare du Nord, hein, c'est des millions d'euros. On s'aperçoit qu'un toxico, c'est pas juste une salle de shoot qu'il a besoin, hein, c'est des personnes qui l'entourent. Voilà, donc pour ça, voilà, peut mieux faire plus, parce que là on est quand même à la ramasse. À la différence de ce qui se passe dans certains pays, et particulièrement à Genève, en Suisse, on suit entre guillemets le patient ou le toxico, on le suit, c'est-à-dire qu'il y a une démarche de soins. Là, ce qui se passe à Gare du Nord, le jeune ou le moins jeune toxicomane arrive avec son produit, il se shoot dans une salle qui est stérilisée. C'est vrai qu'il y a un infirmier ou un médecin à côté. Hein, il y a des agents de police qui sont pas très loin pour éviter les bagarres et tout ça. Mais je peux vous dire qu'un toxicomane, pour l'avoir été, voilà, c'est pas d'une salle de shoot qu'il a besoin. Voilà.